à toutes et à tous, un plaisir de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine Information l'essentiel. Un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à partir de 19h, mais également de partager ce plateau avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent tous les soirs sur la Sen TV. Alors ce soir, nous sommes avec Momar Diong. Bonsoir à vous Momar. Bonsoir Nena Aïcha, bonsoir à Abdoulaye Mbow. Bonsoir aussi à nos téléspectateurs. Très bien, alors nous reparlons de l'affaire Karim Wade. On le sait, l'État vient de perdre encore une fois devant le tribunal de première instance de Monaco dans l'affaire, je l'ai dit tout à l'heure, Karim Wade. Énième revers à l'international. Est-ce que ça ne donne pas en quelque sorte raison ceux qui ont toujours dit que c'était un dossier purement politique? Écoutez, je pense que ce revers-là est très symbolique parce qu'il s'agit exactement du 10e. Mais auparavant, il y a eu des revers qui étaient encore plus retentissants. Je rappelle que l'État n'a pas eu gain de cause devant la Cour de justice de la CEDEAO. L'État n'a pas non plus eu gain de cause devant le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Et il y a que l'État ayant saisi d'une requête le tribunal de grande instance de Paris s'est vu débouté, et tenez-vous bien, parce que le tribunal de Paris avait estimé qu'il n'y avait pas d'infraction caractérisée. Concernant Karim Wade, ça veut dire tout simplement que le délit d'enrichissement illicite qui figure dans notre code pénal et sur la base duquel Karim Wade a été condamné n'existe pas dans la nomenclature de la justice française, et c'est pour cette raison qu'ils ont invoqué l'absence d'infraction caractérisée. Mais il y a aussi, il n'y a pas très longtemps, la décision qui a été prise par le Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui a consisté à faire injonction à l'État du Sénégal de réexaminer la culpabilité et même la condamnation de Karim Wade, comme s'il s'agissait de reprendre tout à zéro pour Karim Wade. Donc ce revers-là, qui est le 10e, est symbolique, mais vous vous êtes rendu compte avec moi, avec ce petit rappel, qu'il y a eu quand même des revers qui étaient encore plus retentissants et plus symboliques que celui-là. En tout cas, Abdoulaye. Il a parfaitement raison de faire ces rappels-là, mais si on regarde la démarche, en tout cas concernant la Cour de répression de l'enrichissement illicite, on serait même tenté de dire qu'on nous a fait du Diouf sans Diouf avec Macky Sall, parce que lorsque la CREI avait été créée en 1981 par Abdou Diouf, si je ne me trompe, c'est 2 personnes seulement qui avaient été condamnées par cette Cour de répression et qui par la suite avaient été libérées. Avec Karim Wade, au premier jour de son face-à-face avec la presse, l'ancien procureur spécial, M. Aliou Ndao, avait annoncé une liste de 25 dignitaires, en tout cas, qui seraient poursuivis par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, en tenant compte justement de cette exception de juridiction qui voudrait qu'il y ait renversement de la charge de la preuve. Au bout du compte, on s'est rendu compte qu'il n'y a eu que Karim Wade, en tout cas, qui occupait de hautes fonctions, qui avait été condamné. Il y a eu une levée de l'immunité parlementaire de certains anciens dignitaires du Parti démocratique sénégalais au pouvoir, tels que Omar Sarr, tels que Abdoulaye Baldé et Ousmane Ngom et autres. On se rappelle justement de cet épisode où il a fallu justement que des éléments, en tout cas encagoulés, aillent le dénicher du côté de Kolda et le ramener Manu Militari à Dakar. Mais au bout du compte, malgré l'interdiction de sortie du territoire, c'est le président qui a été le premier à le mettre à bord de son avion pour prendre la destination de la Guinée. Donc, à quoi sert la Cour de répression de l'enrichissement illicite? Fort heureusement, Momar, Moustapha Cissé Lo, qui n'est pas n'importe qui dans le système Apéro Benno Bokk Yakaar, premier vice-président de l'Assemblée nationale et par ailleurs président du Parlement de la CEDEAO, a milité plusieurs fois, à chaque fois que de besoin, pour la suppression justement de la Cour de répression de l'enrichissement illicite et tout faire justement pour permettre à M. Karim Wade de recouvrer ses droits civils et politiques. Alors, on l'a vu plusieurs fois, Karim Wade perd ici, gagne à l'extérieur. Ça en dit long quand même sur la CREI. Écoutez, ce refus du tribunal de Monaco d'exécuter l'arrêt rendu par la CREI le 23 mars 2015 est le 3e. Et il y a notamment un point que rejette particulièrement le tribunal de Monaco, c'est-à-dire l'exécution des dommages et intérêts que l'État ou la CREI a fixé
à 10 milliards contre Karim Wade et compagnie. Ça veut dire ce que cela veut dire, troisième refus de la part d'une juridiction. Et le tribunal de Monaco ne s'est pas tout simplement contenté de refuser d'exécuter l'arrêt, mais a motivé sa décision en invoquant 3 choses. La première chose qu'elle a invoquée, c'est que la composition de la CREI serait entachée d'irrégularité, selon le tribunal de Monaco. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le tribunal de Monaco trouve qu'il y a une violation des droits de la défense dans la procédure qui a été enclenchée contre Karim Wade et compagnie. Et la troisième chose, le tribunal de Monaco trouve qu'il y a eu une violation du principe d'égalité des armes entre l'accusation et la défense dans le cas d'espèce. Mais pourquoi l'État du Sénégal peine à avoir gain de cause dans toutes les instances et juridictions internationales? C'est parce que l'État, justement, a eu à signer et à ratifier 2 instruments internationaux qui toujours lui sont auxquels on le renvoie toujours à chaque fois qu'il y a saisine d'une juridiction internationale. Le premier traité international, c'est le traité international relatif aux droits civils et politiques que le Sénégal a ratifié et signé. Et le deuxième instrument international qui est en contradiction avec le mode de fonctionnement de la CREI, c'est la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. À partir de ce moment-là, il y a un problème. Dès lors que l'État du Sénégal a signé et ratifié ces 2 traités et que la procédure de la CREI est en contradiction avec ces 2 principes fondamentaux, l'État ne peut nulle part avoir gain de cause au plan international. La deuxième chose aussi, qui renvoie aux caractéristiques principales de la CREI, et Mbow l'a souligné tout à l'heure, c'est qu'avec la CREI, il n'y a pas ce qu'on appelle le principe de la double juridiction. Quand vous êtes attrait devant la CREI et que vous êtes condamné, vous n'avez aucune possibilité de faire appel. Ça, c'est un principe fondamental du droit qui est violé. Et la deuxième chose qui est violée, c'est qu'il y a le renversement de la charge de la preuve. Moi, attrait devant la juridiction, c'est à moi qu'il revient de donner les preuves de ma non-culpabilité. Et ça, sur les standards internationaux de la justice, ça pose un certain nombre de problèmes. Et voilà, c'est la raison pour laquelle le Sénégal peine et peinera toujours à avoir gain de cause contre Karim Wade auprès des juridictions et des instances internationales. Mais justement, l'État, vous l'avez dit, a été débuté à plusieurs reprises par ces juridictions internationales. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui pour contraindre l'État à respecter ces décisions? Écoutez, il y a une injonction qui a été faite, je l'ai souligné à l'entame de mon propos, par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui demande à l'État du Sénégal de réexaminer la culpabilité et même la condamnation de Karim Wade. Et lui avait imprimé un délai, je ne me souviens pas du délai, mais je crois qu'une fois l'échéance venue, le Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme ne manquera pas de rappeler à l'ordre l'État du Sénégal. Et c'est une histoire même qui a valu à 2 hauts fonctionnaires leur limogeage quand ils sont présentés devant ce comité en évoquant le fait que l'État du Sénégal était dans l'optique de réviser le procès de Karim et même de lui donner une certaine indemnisation. Je crois qu'il y a 2 fonctionnaires qui étaient envoyés dans le cadre de cette mission et qui ont fait l'objet d'un limogeage. Maintenant, ce vers quoi il faudrait peut-être aller, et Mbow l'a évoqué tout à l'heure, c'est vers une réforme de la CREI pour que vraiment cette juridiction d'exception soit conforme aux standards internationaux. Et je crois que tour à tour, l'ancien Premier ministre Mimi Touré en avait fait cas, parce que c'est à l'expérience qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un certain nombre de problèmes dans le fonctionnement de la CREI. Et elle, qui avait été garde des Sceaux quand la CREI avait été créée et enclenchée, et qui par la suite sera chef du gouvernement, avait reconnu in fine qu'il y avait nécessité d'aller vers une réforme de la CREI. Il y a mieux. Le président de la République, c'est-à-dire la voix la plus autorisée dans ce pays, a également dit qu'il y avait lieu de réviser un certain nombre de points dans la procédure de la CREI. Et si vous vous souvenez bien, il y a même un projet qui va bien plus que vers les réformes au niveau de la CREI, mais qui tendrait même vers une suppression de la CREI et sa fusion
au sein d'une chambre de droit commun qui serait spécialisée dans la délinquance financière, comme on le voit en Europe. À partir de ce moment-là, la CREI supprimée, fusionnée dans cette chambre de droit commun, spécialisée en délinquance financière, on sera dans les standards internationaux. On pourra traquer, poursuivre, juger et condamner peut-être les auteurs de prévarication en respectant quand même les standards internationaux. Moi, je pense que, après coup, c'est peut-être vers ça qu'il faut aller. Très bien. Réformer la CREI, qui est quand même une juridiction d'exception. Ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver quand on sait que quand on a mis en place la cour de répression, on a dardard utilisé le train express Rebus justement pour faire ce qu'il fallait faire avant justement la tenue des élections et principalement l'élection présidentielle de février 2019. Et quoi qu'on puisse dire, on ne peut pas aujourd'hui nier justement un retentissement politique justement dans la réactivation de la cour de répression de l'enrichissement illicite. Si tel était vrai, et par rapport aux propos que tenaient justement les tenants du pouvoir, que véritablement aller à la chasse contre les prédateurs des deniers publics du Sénégal durant tout, en tout cas le magistère du président Abdoulaye, était une demande sociale, si ces propos étaient avérés, je crois bien qu'il n'y aurait pas que Karim Wade qui était condamné dans le cadre de la cour de répression de l'enrichissement illicite. D'un autre côté, il y a eu Madame Aïda Diong, qui a également été condamnée, bien vrai qu'elle n'ait jamais occupé en tout cas un portefeuille ministériel. Elle n'a été que sénatrice et mairesse justement sous le magistère du président Abdoulaye Wade, mairesse des HLM. Au bout du compte, elle a obtenu un non-lieu et jusqu'à présent on peine à restituer à la dame justement l'ensemble des biens de ces biens qui lui avaient été confisqués par la cour de répression de l'enrichissement illicite. Je crois bien que au nom du droit, au nom justement en tout cas de la reconnaissance du droit par rapport en tout cas aux décisions qui ont été prises par-ci par-là, il est important, il est opportun justement que l'on aille dans le sens de nous dire pourquoi justement Abdoulaye Baldé, qui a été lui-même mis en demeure par la cour de répression de l'enrichissement illicite par 2 fois, pourquoi la procédure s'est estompée d'un coup. Donc il y a énormément de questions que l'on pourrait se poser et que l'on doit se poser concernant l'efficacité, l'efficience justement dans la cour de répression de l'enrichissement illicite. Quand on regarde sur le plan international, Momar, aujourd'hui presque l'État a perdu pratiquement, en tout cas tous les procès au niveau international. Sur le cas Khalifa Sall, l'État n'a-t-il pas perdu devant la Cour de justice de la CEDEAO? Autant l'État a perdu concernant l'affaire Khalifa Sall que l'affaire Karim Wade. L'affaire Karim Wade, pratiquement dans toutes les juridictions, au début, on nous parlait de 1000 milliards de détournements, ensuite c'est 600 milliards, ensuite on nous parle des 43 milliards ou des 49 milliards de Singapour, on nous a parlé des comptes de Monaco, mais au bout du compte, on est en droit de nous poser la question de savoir pourquoi, je dis bien pourquoi, moi je ne dis pas qu'il ne fallait pas ne pas condamner ou qu'il fallait condamner, mais pourquoi depuis 2012, il n'y a eu qu'une seule personne qui a été condamnée par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Moi, c'est la question que je me pose et j'ai le droit de me poser cette question en tant que citoyen sénégalais. Il faut impérativement que ceux-là qui ont lancé la chasse aux sorcières après leur arrivée au pouvoir, parlant de demande sociale, que c'est justement ces personnalités politiques aujourd'hui apportent une réponse claire et précise aux Sénégalais, en dehors justement des dégâts collatéraux que l'affaire aura créés concernant Bibo Bourgi, concernant Diassé, concernant les autres, mais également qu'on nous dise Eden Rock et les autres biens, mais aujourd'hui, c'est au nom de qui? Il faut qu'on nous apporte tous ces éléments de réponse pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Peut-être une petite précision à la suite de ce que vient de dire Mbow. À ce jour, il n'y a pas qu'une seule personne qui a été quand même condamnée. Karim Wade a été condamné en compagnie quand même de certain nombre de ses co-accusés. Ensuite, il n'y a que l'ancien directeur du CADAS, Taïbou Ndiaye, qui a été également attrait devant la CREI, fait l'objet d'une condamnation. C'est ça, c'est pourquoi je parlais de dégâts collatéraux. Voilà, à ce jour, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 3 seuls dossiers qui ont été amenés au niveau de la commission d'instruction. C'est le dossier de Karim Wade et compagnie, c'est le dossier de Aïda Nyong et c'est le dossier d'Abdoulaye Baldé. Pour Aïda Nyong, on connaît la suite.
il y a eu quand même qu'elle a eu à bénéficier d'un non-lieu. Parce qu'il s'agissait tout simplement de prouver l'origine licite de son argent, de sa fortune, et il a été prouvé que c'est le trésor public qui lui a payé tout cet argent en contrepartie de marché qu'elle a exécuté pour le compte de l'État. Mais est-ce que cette passation s'était faite dans les règles de l'art? Normalement, ça, c'est pas du ressort de la CREI, mais pour ce qui est de l'origine licite, il n'y avait aucun problème. C'était le Trésor qui l'avait payé, et je crois que cette histoire-là était claire. Maintenant, il y a eu Abdoulaka Ablaye Baldé. Ablaye Baldé qui a également, dont le dossier a fait l'objet de passage devant la commission d'instruction. Mais on connaît la suite. Depuis lors, je crois, il s'est transformé en allié du président Macky Sall, et on connaît la suite. On a comme l'impression qu'il y a le frein en main qui a été mis sur son dossier. Maintenant, il y a Karim Wade et compagnie qui ont été bien évidemment condamnés. Mais de toutes les manières, tout cela ajoute quand même au discrédit de la CREI, et en plus de la violation d'un certain nombre de principes fondamentaux du droit, qui vaut à l'État d'être débouté devant toutes les juridictions internationales, il y a 3 autres incidents dont il faudra se souvenir et qui sont pour beaucoup auprès de l'international sur le doute et le discrédit qu'ils ont par rapport à la CREI. C'est d'abord le limogeage sans crier gare et par voie de presse de l'ancien procureur spécial Alioune Ndao, parce que tout simplement on a voulu sans doute l'orienter et le brider à un moment donné, et comme il semblait revendiquer une certaine liberté d'action dans sa manière de conduire les dossiers par rapport à la liste des 25 dignitaires qu'il avait annoncé comme devant faire l'objet de poursuites, il a été sans crier gare limogé. Il y a eu également cette démission en pleine audience d'un assesseur, parce que tout simplement il estimait que les procédures utilisées n'étaient pas normales. Et il y a enfin ces violences qui ont été exercées contre Karim Wade quand il a voulu, épousant ce qu'on appelle en droit la défense de rupture, c'est-à-dire ne pas se présenter à la barre pour comparaître, on a voulu manu militari et de force l'amener devant la barre. Et je crois qu'il en a été suivi des altercations au bout desquelles d'ailleurs il a eu une jambe fracturée ou des trucs comme ça. Mais tout cela a ajouté quand même au discrédit de la CREI, et qui fait qu'en plus de la violation des principes fondamentaux du droit, en plus de la violation de la charte africaine des droits de l'homme et du peuple et du traité international sur les droits civils et politiques, l'État du Sénégal est systématiquement débouté. Très bien. Alors, sur ce plateau aussi vient de nous rejoindre Ngouda John, membre du comité directeur du PDS. Bonsoir à vous, Monsieur John. Bonsoir à vous tous. Je m'excuse du retard. Je félicite aussi, depuis longtemps je suis cette émission. Celui qui vient de parler, Momar Diong, je le suis depuis d'ailleurs les journaux, quand il faisait des textes, pas des satellites, mais des textes. Quand même, c'est pas parce qu'il est devant, moi que je dis cela, c'est toujours des textes de haute facture. Merci. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est pas ça l'essentiel quand un intellectuel écrit. C'est le contenu de ce qu'il dit qui est important. Il peut être d'accord avec vous, il peut ne pas l'être. Tout à fait. Et ça, je l'ai toujours suivi. Vraiment, je le félicite pour cela. Merci. Parce que ce qu'on attend d'un intellectuel, quand même, c'est de rester intellectuel. Pas toujours d'être un intellectuel de bureau ou un intellectuel conformiste. Il faut dire ce qu'on pense, que les gens soient d'accord ou pas, cela maintient le devoir de rupture que doit avoir toujours un intellectuel. Et pour cela, encore une fois, je le félicite. Je vous félicite vous aussi, je vous suis, vous deux, dans Ndoumbelane et ici aussi, chaque soir, je pense que c'est vendredi. Oui, je vous suis. Véritablement pour ça, je vous félicite. Merci. Je félicite l'ensemble du groupe pour ce qu'ils sont en train de faire. Pas pour eux-mêmes, mais pour le peuple sénégalais et pour le devoir que chacun, en tant que citoyen, a pour son peuple, pour son pays et pour, peut-être, disons, pour l'Afrique, étant donné que nous réclamons du panafricanisme comme notre leader partout où nous sommes. Très bien. Maintenant, pour en revenir, je ne sais pas si je peux continuer. Oui, allez-y, bien sûr. Pour en revenir à l'invitation de ce soir. Oui. M. Diong disait tout à l'heure, Mbo disait aussi que véritablement, il
il n'est pas d'accord, évidemment, sur les procédures qui ont été lancées au niveau de la CREI. M. Diong a, dans son analyse aussi, essayé de voir que peut-être le véritable problème, c'est peut-être le discrédit apporté au fonctionnement du gouvernement sénégalais. Mais je pense que le problème de fond n'est pas cela. Hier, les avocats de Karim Wade ont sorti un communiqué. Et je pense pour comprendre le fond, ils ont dit qu'il y a eu un complot international. Et c'est tout ce que nous avons toujours dit. Je pense pour avoir une idée nette du pourquoi d'un tel communiqué et de son contenu, le comprendre, il faut faire une petite rétrospective. Parce que rien n'a été un hasard. Même ce qu'on pense être un hasard ne l'est pas. Ça a été quelque chose d'organisé, pensé dans peut-être certains sommités même du régime et peut-être même leur logistique internationale, parce que je peux appeler ça une logistique internationale, ont bien réfléchi. Et ils se sont dit, je ne vais pas dire le nom, mais M. Diong, qui a bien suivi la politique au Sénégal, comprendront de qui il s'agit. Il a dit, je pense plusieurs fois, que pour que ce régime puisse fonctionner, et pour que d'ailleurs le paysage politique au Sénégal puisse être normal, il faut détruire le PDS. Je pense que cette personne, vous la connaissez. Il l'a écrit, il l'a dit. Et jusqu'à présent, dans beaucoup de ses interventions, il le répète. Et pour ce faire, du côté du pouvoir, dès que Maître Wade a fait la passation de service avec le nouveau président Macky Sall, la machine est lancée dans le discrédit et de confiner le PDS dans un carcan qui ne le permettra plus de fonctionner politiquement. Tout ce qui est fait est dans ce cadre. Et donc, comment confiner le PDS? Déjà, forcer le PDS avec l'ensemble de ses cadres et autres à aller toujours au tribunal était déjà une méthode de confinement. Faire en sorte que le PDS ne puisse plus penser à autre chose qu'à essayer de sortir ses cadres de prison était encore une autre démarche dans le même objectif. Donc, ils ont commencé, Aminata Tall était le nouveau secrétaire général de la présidence de la République, ils ont dit, Maître Wade a volé des tapis. Vous pensez que c'est anodin? Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Donc tout ceci, c'était pour tout cela, c'est dans le même cas. Discréditer le PDS parce qu'eux-mêmes, malgré qu'ils disent autre chose, ils savent que c'est un grand parti. Et ils reconnaissent tous que c'est un grand parti. C'est un parti, comme ils le disent, dangereux. D'accord. Donc ce parti, il faut le bloquer. Et tout ce qui s'est passé avec Karim Wade va dans ce sens. On m'avait dit que Farba Senghor sera sur ce plateau. Normalement, il devait être là. Je voulais lui dire que dans le cadre de cette rétrospective, il faut voir, il était appelé, je pense, à la gendarmerie, a subi l'enquête. Qu'est-ce qu'on savait de Farba Senghor? Oui. Tout ce qu'on sait de lui, on le sait à partir de la famille Wade. En tout cas, on le sait à partir de Maître Wade. Donc, quand cette personne aujourd'hui entre dans le déballage et tout ce qu'il dit, c'est l'émerveillement. Je ne sais pas, c'est de l'émerveillement par rapport aux populations, mais en tout cas, vraiment une peur. D'accord. Une peur. Quand un homme arrive à un certain stade de désintégration, et moi j'appelle ça de désintégration, ça peut faire peur. C'est pourquoi quand je ne l'ai pas vu, j'ai un peu perdu mes armes. Alors, je voulais le voir devant. Il le dit, Abdoulaye, tout ceci est un complot peut-être international. Alors, il rejoint en quelque sorte les avocats de Karim Wade qui soutiennent, qui ont soutenu depuis le début que tout ceci est une machination de grande ampleur orchestrée contre Karim Wade pour l'empêcher d'être non seulement candidat, mais aussi de jouir de ses droits civiques et politiques. En tout cas, si on suit le déroulé des faits, le déroulé des événements, entre la mise en accusation de Karim Wade, la tenue de son procès, sa condamnation, jusqu'à sa grâce présidentielle et son exil, parce que pour moi, et majoritairement, c'est le terme utilisé par la presse sénégalaise depuis, en tout cas, qu'il a quitté Dakar pour Doha, c'est un exil politique et c'est la première fois dans l'histoire
du Sénégal, dans l'histoire politique du Sénégal, que l'on voit en tout cas un compatriote qui quitte le Sénégal et qui ne peut plus revenir. Alors, c'est quoi le problème? On lui dit que, en tout cas, il y a 138 milliards à payer parce que c'est l'amende que lui a imposé la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Mais on nous dit c'est l'argent du contribuable. Mais Momar Diong, toi et moi, il y a un problème de 10 000 francs. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de nous disputer et la jeune fille, en tout cas, au bois dormant. Alors, il faudra que tu restes à Thiès. Tant que tu seras à Thiès, alors les 10 000 francs, il n'y a pas de problème. C'est ça en réalité. Parce que quand, à un moment donné, nous avons entendu des hauts responsables du Parti démocratique sénégalais annoncer successivement des dates liées au retour de Karim Wade, nous avons également entendu des pontes de la République dire qu'en réalité, s'il vient, il sera obligé de payer les 138 milliards. Donc, tant qu'il est à Doha, il ne paye pas. Ça, c'est un problème. Maintenant, son inscription sur les listes électorales, elle s'est faite normalement en bonne et due forme. Je crois bien que dans un article, j'allais dire une contribution, déclaration, révélation faite par l'assesseur Diallo, si je crois bien que c'est le nom, il avait dit que Karim Wade continuait de jouir de ses droits civils et politiques. Je crois bien que nous avons également entendu des mérites juristes, en tout cas, défendre cette thèse. Mais au bout du compte, on peut se dire qu'en réalité, c'est une cabale. C'est une cabale contre M. Karim Wade. Moi, c'est ma position. Si je tiens compte, bien sûr, Momar, du déroulé des faits et du déroulé des événements. Parce qu'on ne peut pas nous vendre, justement, la lutte contre la prévarication, contre la corruption et le détournement des deniers publics, qu'on nous sorte une liste de 25 dignitaires et qu'au bout du compte, parce qu'en réalité, Aïda Nyong, Bibo Bourgui, etc., n'ont jamais été nommés par décret présidentiel pour occuper un poste de ministre, un poste de PCA ou de directeur d'une entreprise publique ou parapublique. C'est qui ces dignitaires-là? Ces dignitaires étaient tous des ministres sous le régime du président Abdoulaye Wade entre 2000 et 2012. Il s'agit de qui? De M. Omar Sarr. Il s'agit de qui? De Maître Madi Kenya. Il s'agit de qui? D'Abdoulaye Baldé. Il s'agit de qui? De Ousmane Gon, etc., etc. Mais au bout du compte, encore une fois, c'est cette question que me posaient des amis il n'y a pas longtemps autour d'une part de thé. Mais bon, pourquoi, dans le cadre de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, avec tout le tollé que cela a suscité, avec les nombreuses interventions de dignitaires religieux, je me rappelle justement de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké et de tant d'autres dignitaires qui ont directement ou indirectement, en tout cas, essayé d'intervenir dans le dossier Karim Wade, et on a vu en tout cas les réponses que servaient les plus hauts dignitaires de ce régime-là. Maintenant, si au bout du compte, une seule personne est condamnée, je suis en droit, encore une fois, de me poser des questions parce que j'attends des réponses. Nous attendons des réponses. Et la liste était longue. On nous avait dit qu'en réalité, que c'était une demande sociale que d'aller à la chasse des prévaricateurs des deniers publics. Aujourd'hui, il est impérieux, nécessaire et urgent, justement, que l'on aille dans le sens, en tout cas, de permettre à cette personne, à ce Sénégalais-là, de recouvrer ses droits civils et politiques, si tant est, véritablement, les choses ne changent pas, les choses n'évoluent pas. Sinon, aller dans le cadre d'une réforme profonde de la CREI, à défaut de l'éliminer justement de l'architecture juridictionnelle du Sénégal. Oui, Momar, dans ce sens? Écoutez, moi je pense que il y a quand même des raisons de croire que la CREI a été mise en place juste pour des règlements de comptes politiciens. Parce que en réalité, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de la traque aux biens supposés mal acquis. Lesquels biens ont été extraits des avoirs du Sénégal par des fonctionnaires ou des hauts responsables indélicats. Et il était question d'aller à la traque de ces fonds et de les rétrocéder à l'État du Sénégal. Mais jusqu'à présent, on n'a pas une seule idée de l'argent qui aurait été recouvré sur la base de la CREI. Ça, on ne le sait pas, alors que ce principe de la reddition des comptes devait être chevillé au fonctionnement de la CREI. Ça pose un problème. Le deuxième problème que j'ai remarqué, et je fais partie de ceux qui avaient d'ailleurs marqué leur étonnement, quand il y a eu cette fameuse division du travail par le président Macky Sall. Quand il a eu à dire une fois que l'OFNAC, c'est pour nous, et la CREI, c'est pour eux, en faisant référence aux anciens dignitaires de l'ancien régime. Mais depuis lors... Oui, continuez.
Donc il disait que l'OFNAC c'est pour eux, non c'est pour nous, en parlant des responsables de son régime, et la CREI c'est pour eux. Oui. Moi, je n'ai jamais compris cette division du travail. Parce que quand la CREI a été instituée et adoptée en juillet 1981, était passible devant la CREI tous les titulaires de mandats électifs publics ou de fonctions gouvernementales. Étaient également passibles des magistrats, des agents civils ou militaires de l'État ou des collectivités locales et des dirigeants d'établissements publics ou de sociétés nationales. Que je sache, il y en a jusqu'à présent de personnalités du régime qui normalement devraient être passibles de la CREI. Pourquoi la CREI ne doit être là que pour les dignitaires de l'ancien régime? Comme si ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne pourraient pas être accusés ou soupçonnés d'enrichissement illicite. À partir de ce moment-là, il y a doute. On a comme l'impression qu'on a voulu utiliser une juridiction qui est sans appel, sans rémission pour toutes les personnes qui y sont attraites, et un OFNAC qui fait ses rapports, lesquels rapports sont déposés sur la table du procureur, qui a tout le loisir d'enclencher des poursuites ou de ne pas en faire, comme on a vu que ça a été le cas sur des 19 rapports que Seynabou Ndiaye Diakhaté dit avoir remis sur la table du procureur. À partir de ce moment-là, on ne peut pas ne pas voir à travers la CREI un instrument qui a été mis en place pour chasser des adversaires politiques et à des fins de règlement de comptes politiques. Sinon, tous les dignitaires, qu'il s'agisse de ceux de l'ancien régime ou de ceux du régime actuel, qui pourraient être accusés d'enrichissement illicite, devraient être passibles devant la CREI. Très bien. Alors, sur ce point, nous avons aussi sur le plateau Monsieur Farba Senghor, ancien ministre. Bonsoir à vous, Monsieur le ministre. Bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous nous intéressons au cas Karim Wade à la CREI, parce que avec tout ce qui a été dit, d'aucuns soutiennent que la CREI a été mise en place peut-être pour régler des comptes politiques, si on se fie aussi aux avocats de Karim Wade, parce que vous le savez, l'État du Sénégal a été encore une fois débouté plutôt par les juridictions internationales. Oui, on pourrait le dire, parce que dès l'accession du président Macky Sall au pouvoir, on a constaté qu'il y a eu une remise en activité de la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui est la CREI. Mais le problème fondamental, que nous avions posé, c'est le principe d'un procès équitable. Parce que nous nous sommes dit que la CREI ne respectait pas les règles internationales qui ont été édictées par la Déclaration des droits de l'homme de 1948, par le Pacte international des droits civils et politiques, et aussi par la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous avons également remarqué, en fait, que les deux principes fondamentaux pour arriver à ce procès équitable, c'est d'avoir un tribunal indépendant et impartial, et que le procès se déroule dans des conditions qui respectent les droits d'équité. C'est ça que nous avions dit. Et après, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de manquements, comme le principe de l'égalité des armes entre la défense et l'accusation. Des armes. Il y a également le principe contradictoire et le principe également de l'innocence des personnes qui sont prévenues au cours du procès. Alors, pour nous, moi-même, j'ai été le premier avec Pape Diop à être convoqué par la CREI. Et respectant les recommandations du président Abdoulaye Wade, qui avait dit il ne faut jamais répondre à la CREI parce que vous rejetez la CREI comme juridiction normale pouvant vous juger. Parce qu'en fait, l'article 101 de la Constitution du Sénégal prévoyait que que les ministres qui auraient commis des délits au cours de l'exercice et de leur mandat devraient être jugés par la Haute Cour de justice. Le président nous l'avait dit.
Et moi-même, quand je me suis présenté devant le colonel de gendarmerie qui dirigeait avec toute son équipe, d'ailleurs, je crois qu'il y avait même le substitut de la CREI. Alors, après avoir répondu aux questions d'usage sur mon état civil, etc., j'ai dit à toutes les questions qui m'ont été posées que je ne répondrai à aucune de vos questions, conformément à l'article 101 de la Constitution et conformément aussi à l'article 7, je crois, de la loi sur la CREI qui prévoyait que nous, qui étions des ministres, alors devions être jugés par la Cour de justice. Ensuite, moi j'étais présent lors de la préparation de la mise en place de la loi sur la CREI. Vous vous rappelez, je venais tout juste de sortir de l'École nationale d'administration, je suis de la 13e promotion du CFPA, et j'ai été envoyé à cette commission avec Murtada Gueye, qui est le frère d'Abdoulatif Gueye, où j'ai participé presque à toutes les réunions, mais il s'agissait d'un fait nouveau, parce que l'Occident venait de vaincre, entre guillemets, l'Est, dans cette guerre froide. Oui. Et il fallait, à ce moment-là, verser tous les pays satellites de l'Est en Occident. D'accord. C'est là où on a institué certaines règles à respecter, telles que la privatisation de l'ensemble des entreprises nationales. Il fallait confier cette privatisation-là, selon la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, aux directeurs des sociétés. Donc la CREI ne s'adressait jamais aux ministres qui eux étaient des décideurs. C'est dans ces conditions que la CREI a été créée. Donc, en fait, on peut dire que son rôle a été dévoyé avec nous, quand nous sommes arrivés, nous sommes tombés. Et je pense que c'est la poursuite même, c'est dans la logique de la lutte qu'il y avait entre nous, au pouvoir et l'ancien pouvoir. Pour le cas de Karim Wade. Oui, justement. Pour le cas de Karim Wade. Oui. Alors, moi, quand je me suis présenté, j'ai dit je ne réponds pas, suivant les instructions du président Abdoulaye Wade. Karim Wade, quand il est venu, il s'est courbé devant le colonel, il a dit avec tout le respect que je vous dois. Et bien avant ça, le matin, il avait demandé autorisation à son père de répondre aux questions. Et son père lui-même nous avait regroupé 10 personnes, Ousmane Ngom et les autres, et nous avait instruit de ne pas répondre. Donc je crois que quand on ne reconnaît pas une instruction, une institution, une juridiction, il ne faut pas s'y soumettre. Il a répondu aux 120 questions qui lui ont été posées. Ce sont ces 120 questions posées pendant la période préparatoire du jugement que le procureur a repris, procureur spécial. C'est ce qui a été repris en instruction. Et quand il a su que l'affaire était prescrite, c'est à ce moment-là qu'il a refusé, en disant que, en relation avec ses avocats, sur ses conseils, de ne plus répondre aux questions de la CREI. Donc il a été condamné. Cette condamnation a eu des vices, à mon avis. Il y a eu des vices. Mais la CREI aussi, il faut vous rappeler que la CREI n'a pas d'équivalence dans les pays occidentaux. Pourquoi? Parce que les pays occidentaux n'étaient pas concernés par cette dévolution de la forme de gouvernance occidentale à ceux qui provenaient de l'Est. Mais monsieur le ministre, alors, ici au Sénégal, on a très longtemps soutenu que la CREI était quand même antidémocratique. Alors, est-ce que vous jugez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous jugez que la CREI a été mise en place juste par rapport pour une question politique contre Karim Wade? La CREI existait déjà. Oui. Était en dormance. Et la CREI a été réveillée parce que quelqu'un est arrivé au pouvoir et qu'il fallait régler les comptes. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais je dis, maintenant, la CREI n'a pas d'équivalence dans le monde extérieur. Vous êtes enseignant, je pense. Vous savez que ceux qui ont obtenu des diplômes ici dans plusieurs écoles et institutions sénégalaises qui ne sont pas reconnues en France, 1000 fois qu'ils se seraient présentés devant les autorités de ces pays-là, ils ne seront jamais reconnus. Très bien. Donc, le jugement fait terminé par la CREI ne pourra jamais être reconnu par ces pays-là. Vous y allez 10 fois, 1000 fois. Mais le problème fondamental, c'est que Karim a accepté d'être jugé. Oui. Il a été jugé, il a été condamné par
une juridiction totalement sénégalaise, moi je dis actuellement ici, il doit assumer donc ses responsabilités. Très bien. Alors oui. Voilà, merci. Je me félicite du début du discours de Farba Senghor, qui a été une ponte du Parti démocratique sénégalais. Quand on identifie au Sénégal Farba Senghor, on regarde du côté de Wade. Tout ce qu'est Farba Senghor, pour les Sénégalais, c'est Wade. Avant de penser Farba, ils pensent tout d'abord Wade et font le linkage. Alors très rapidement. Donc je dis, il doit toujours, dans son raisonnement, être cohérent avec lui-même. Dans tout ce que Farba Senghor a développé, mieux que ce que nous avons dit, Farba Senghor a montré que la CREI n'a pas sa raison d'être. La CREI n'a pas son sens et tout ce qu'on fait dans le faux ne peut pas donner naissance à du bien ou du vrai. Donc la CREI était du faux, il ne peut pas condamner quelqu'un dans le vrai. Il a cité la Convention internationale sur les droits civiques et politiques, la Cour de la CEDEAO, le Comité des droits de l'homme. Si nous faisons la rétrospective, le Comité des droits de l'homme a dit que ce procès est inéquitable et que donc les résultats de ce procès ne peuvent pas être acceptés. Et c'est ça la logique. Quand quelque chose est inéquitable, son résultat est nul et non avenu. Deuxième chose, le Comité des droits de l'homme récemment, il a dit ce qu'il veut. Et la date, le deadline qu'il a donné au gouvernement sénégalais n'est pas encore arrivé. Je pense que c'est en novembre 2001. Ils ont dit que nous demandons au gouvernement sénégalais de revoir l'accusation et après la condamnation. De revoir l'accusation, parce que pour eux l'accusation est non sensée. La condamnation encore n'est pas acceptable. C'est ce que toutes ces organisations internationales vous disent. Parce que là où vous voulez nous... je pense qu'un des avocats de l'État l'a dit, c'est dire, si vous voyez qu'en Occident on ne peut pas gagner et autres, c'est parce qu'il n'y a pas de correspondance entre les juges. C'est pas seulement ça. Le droit international, si nous, Sénégalais, nous ratifions des conventions et traités, si autres pays ratifient des conventions et traités, c'est que nous considérons qu'il y a un dénominateur commun, qu'il y a des références généraux sur lesquels nous tous nous sommes d'accord. Donc il ne faut pas qu'on essaie de tromper les gens en disant si les autres tribunaux n'acceptent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de correspondance. Non, c'est faux. Les autres tribunaux n'ont pas accepté parce qu'ils respectent le droit international. Le droit international dit que quand on amène quelqu'un dans un tribunal, il doit avoir les mêmes armes entre l'accusation et la défense. Il doit pouvoir se défendre en un autre niveau de juridiction. Ça veut dire juridiction d'appel. C'est ça les lois internationales. Et ces tribunaux condamnent et refusent de faire, comment dirais-je encore, d'accepter l'arrêté, le jugement de la CREI, parce que cela ne répond pas aux règles reconnues et acceptées par le droit international. C'est pas autre chose. Parce que